Chers collègues, bonsoir. Mesdames et messieurs, messieurs les héros du football club en petit, bonsoir. Merci donc de vous retrouver pour ce conseil municipal de ce 4 mai 2017. Je vous propose que l'on commence immédiatement par l'appel des présents. Quelques-uns nous retrouveront peu après, puisque M. Axel Vienne nous a prévenu qu'il aurait un petit... Il est arrivé, pardon. Délégation et notre Christian Landry nous rejoint aussi un court instant. Donc on tiendra compte de l'heure d'arrivée de chacune des personnes, sachant qu'on est quand même sur le compte administratif ce soir et que ce n'est pas le maire qui doit présenter. On aura un débat dans un premier temps, enfin non pas un débat, une présentation, et par la suite donc je devrais faire élire un président de séance pour pouvoir donc faire adopter le compte administratif. Alors, je vais demander, à défaut de demander au doigt, demander au Benjamin, de la séance, bien vouloir et faire appel des présents. On élira à la suite donc le secrétaire de séance ou la secrétaire de séance, et nous entamerons donc le conseil municipal peu 20 Waro. Je te laisse. Bonsoir à tous. Conseil municipal Monsieur Claude Breton Présent. Monsieur Christian Landry. Et il arrivera dans un Madame instant. Inelda Bossillon. Monsieur Harry Mussard. Madame Rose-André Mussard. Monsieur Axel Vienne. Monsieur Henri. Madame Le Breton. Monsieur Jean-Daniel Lebon. Monsieur Harry-Claude de Morel. Madame Lejoyeux. Madame Gilbert Girard. Monsieur Guy Lebon. Madame Raymond Vienne a donné procuration à Blanche Le Breton. Monsieur Gérald Kervizy. Monsieur Poirot. Absent. Madame Blanche Javel. Jean-Marie Grondin. Madame Warette. Madame Marie Jobon. Madame Marie-Josée Huette. Monsieur Jenny Naz. Madame Lucette Courtois. Monsieur Huette Henri-Claude. Monsieur Mohamed Jafar Mzé. Madame Julie Boyer. Absente. Monsieur Païs. Madame Marilyn Georget. Monsieur Guédelot Alain. Monsieur Olivier Fontaine. Monsieur Mohamed Jafar prend place. Gilles Francom a donné l'information à monsieur. C'est ça. Madame Marie-Pierre Assati. Absente. Monsieur Rivière François. Madame Priscilla Payette. Procuration à monsieur Rivière. Madame Rose Meguezelo et Harry Mallet. Absent. Le quorum ayant été atteint, nous pouvons délibérer. Merci, mon cher collègue. Nous allons maintenant passer à l'élection du secrétaire de séance, Monsieur Henri-Claude Huette, m'a fait savoir qu'il était candidat, toujours dans ces décisions. Bon, puisque me le permet, nous allons mettre aux voix qui est contre la candidature de M. Henri-Claude Huette. Personne s'abstient, personne également, donc élu à l'unanimité des membres. Chers collègues, vous nous voyez un petit peu la configuration inhabituelle. J'ai à mes côtés le trophée de la Coupe de XOG, remporté par le FC Jean Petit, et le
le fait est assez rare. Vous me direz que Saint-Joseph est illustré à plusieurs reprises en matière de football en remportant des trophées plutôt réservés à la première division. Mais Dominique Sauger avait été remporté la dernière fois qu'une équipe de Saint-Joseph l'a levé. C'était en 1980, je ne m'abuse, soit 36 ans. Je crois que le fait était assez rare. Et nous avons plaisir à voir donc ce trophée de nous qui montrera dans un instant à Jean Petit, puisque l'Assemblée Générale de Jean Petit va avoir lieu dans une petite demi-heure. Et si vous en étiez d'accord, je vais appeler le président et la délégation de son équipe qui a constitué nos héros le 29 avril dernier, je crois que c'est ça, 23 plus 6. Et je vais leur demander donc de venir ici, prendre leur trophée, mais aussi s'entendre applaudir par les conseillers municipaux. Monsieur le Président, Bruno, messieurs les joueurs et les dirigeants. Messieurs et Madame les dirigeants, en azote. Bien. Qui ça veut causer? Le président. On est président pour ça. Bruno. Donc bonsoir tout le monde. Merci déjà pour les applaudissements. Mais tiens aussi à excuser certains joueurs qui n'ont pas pu venir par rapport aux autres travail. Donc déjà, mais tiens à féliciter quand même les joueurs. Parce que c'est eux qui ont ramené le trophée. Et puis, je tiens aussi à féliciter le travail de mes dirigeants. Le travail de bénévolat aujourd'hui, il est très dur. Et merci à mes dirigeants. Bien sûr, je tiens aussi à remercier la municipalité de Saint-Joseph. Parce que ça l'aide à nous pendant ce trophée, je dirais. Et aussi les années d'avant. Mais j'espère aussi dans le futur, nous pourra compter sur eux, parce que c'est vrai que parce que aujourd'hui, il est difficile pour un petit quartier des Hauts comme nous, trouver des sponsors n'est pas évident. Donc voilà, merci à Monsieur le député maire d'avoir convié à nous ce soir. Et puis, félicitations encore aux dirigeants et merci aussi aux sponsors. Sans eux, le club n'existerait pas, comme il disait tout à l'heure. Donc voilà, merci tout le monde. Je vais demander pour ma part à l'adjoint au sport de dire 2 mots. 2. 3 si tu veux. Non, parce que souvent, m'y délègue à lui pour représente à moi auprès de Zot. Et moi, je voulais vous dire qu'on est allé jouer à Saint-Benoît, mais souvent, ils critiquent la Ligue réunionnaise de football. Là, quand même, on peut saluer parce que c'était une soirée où il faisait pluie depuis le port jusqu'à Sainte-Rose. Et la Ligue a eu la clairvoyance de nous faire jouer à Saint-Benoît, ce qui fait qu'elle a joué sans pluie, et c'est pour ça que Jean-Petit a gagné. C'est important, et si on vous met à l'honneur ce soir, c'est tout simplement pour vous dire que c'est important de faire vivre le sport dans les quartiers des Hauts. On sait qu'on a un projet de bassin d'apprentissage de natation, etc., et que donc on exploite d'autres associations, d'autres clubs, ou peut-être Zot même demain va élargir notre palette d'activités à d'autres sports que le foot. Mais vous faites vraiment du lien social, et ça, c'est très important de pouvoir véritablement le réaliser. Bon, Bruno l'a pas dit là, mais nous avons eu un repas avec Zot, et une affaire, il a dit à moi, c'est Monsieur le maire, les gradins, c'est pour quand? Donc, Monsieur l'adjoint répond. Merci, Monsieur le maire, de ce cadeau. Non, en fait, on travaille sur un projet depuis un certain nombre d'années concernant les gradins, et puis ça viendra. On est encore en phase d'études, mais les prochains gradins, on le sait, ça va être sur Jean Petit. Donc, pour la date, nous va revoir ensemble. On a programmé sur 2018-19, ce serait bien que ce soit surtout 2018. Parce que... On essaiera de le faire, en effet, dès l'année prochaine, mais des fois, les calendriers, il faut faire un peu attention, donc on est prudent. En tout cas, voilà, j'ai eu l'occasion de vous remercier, de vous dire combien on était fiers de ce trophée. C'est peut-être, comme vous nous l'avez dit, peut-être que ça va rester à Saint-Joseph. On ne sait pas si, dans les années futures, ça va être reconduit
la Coupe Dominique Segé. Mais c'est un vrai petit exploit que le FC Jean Petit a réalisé. Comme le maire vous l'a dit, hein, ça fait 36 ans qu'on ne l'avait pas eu. Donc c'est un trophée que Jean Petit a ramené à Saint-Joseph. Ben maintenant, c'est un patrimoine de la commune, un patrimoine sportif. En tout cas, voilà, vous êtes dans la maison commune, la maison du peuple. Et on vous le dit à titre officiel ici, c'est une grande fierté pour nous, pour notre commune. Hein. Donc félicitations aux joueurs, au staff, au coach, qui n'est pas là. José, il est dans le coin. Ah d'accord, donc il est tout excusé. Mais voilà, vous êtes récompensé aussi du travail, de la persévérance que vous mettez là-haut. Ça doit être, je vous l'ai dit, la récompense du club, donc de tous les éducateurs, des dirigeants qui se donnent bénévolement tous les samedis, tous les week-ends, tous les dimanches. Donc félicitations à vous. Ça fait des années que vous travaillez dans la continuité, dans la régularité. Et ce trophée, finalement, ne nous étonne pas beaucoup. Donc vous l'avez arraché sur le terrain sportif. Je sais que vous avez d'autres combats à mener qui viennent des résultats sportifs. Soyez sûr que la collectivité, que la commune sera à vos côtés, comme je vous l'ai dit la dernière fois. Donc je vous le confirme ici. On se battra toujours à vos côtés pour que le football existe dans nos quartiers, pour que l'animation que vous apportez à travers le football et les valeurs qui vont avec, les valeurs d'éducation, les valeurs de solidarité, les valeurs de fraternité, mais aussi de sportivité soient toujours présents. En tout cas, bravo, bravo et encore bravo. Et merci les gars. Bien. Et symboliquement, je vais remettre donc, puisque je l'ai fait le soir du match, hein, la Ligue attrape à moi pour dire que vient remettre, donc je remets la coupe que Zoda a fièrement gagnée. Et moi, ce que m'y retient, c'est qu'il paraît que Zoda n'était pas les favoris. Eh bien, c'est dans ce registre-là que Saint-Joseph y aime bien souvent retrouver, c'est-à-dire celui du petit poussé, un petit marmaille la cour, petit Léo, ben ça c'est nous. Et même si les autres l'étaient aussi des hauts, puisqu'on a battu Bois-de-Nef, Saint-Paul, hein, Belmen Cano, eh ben, était amplement mérité, encore une fois. Donc, bravo à Zot, les gars, et bonne assemblée générale. Et nous retrouvons-nous très vite. Voilà, bonne assemblée. Et bonjour, José. Salut, David. Bien. Après ce moment important, nous allons maintenant entrer donc dans le vif du sujet par l'approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 7 avril 2017 dernier. Y a-t-il des remarques? Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Adoptées à l'unanimité. Bien, mes collègues, avant d'aborder le point important des finances, je voulais, en ouverture de ce conseil municipal, vous apporter quelques éléments éclairants concernant la présentation et le vote du compte administratif qui sera présenté à votre appréciation et à votre vote, comme je l'ai dit tout à l'heure, par notre premier adjoint, Christian Landry, dans un instant. L'exercice 2015 a vu notre démarche PME, prioriser, mutualiser, économiser, porter ses fruits, puisque nous avions fortement réduit nos dépenses de fonctionnement, moins 1,5 million. En 2016, nous avons su maintenir le cap et améliorer encore plus notre santé financière. Ainsi, nous pouvons mettre en avant 4 points importants. 1. Nous avons su contrôler nos dépenses. Ainsi, l'évolution des dépenses a été modérée, plus 0,9%, et elle est bien inférieure à l'évolution de nos recettes de fonctionnement,
qui a été de plus 1,6% en 2016. 2. Nous augmentons fortement notre résultat de fonctionnement qui passe de 4 millions d'euros à 6,8 millions d'euros. Notre épargne nette progresse ainsi et dépasse la barre des 1,3 million en 2016. Troisième point, nos réalisations d'investissement progressent de plus. Bonsoir, Monsieur Fontaine. Bienvenue. Monsieur Olivier Fontaine est arrivé donc pour le secrétariat. Troisième point, nos réalisations d'investissement progressent de plus 30,7% par rapport à 2016 pour atteindre 8,6 millions d'euros. Malgré des retards pris sur quelques chantiers, la médiathèque, malheureusement, une entreprise, l'une des seules de l'extérieur, de l'Hexagone, nous a causé un gros retard, notamment sur le bardage bois, et il y a donc des conséquences en cascade, des travaux qui n'ont pas pu se faire à temps à cause de cela. Eh bien, malgré des retards pris sur quelques dossiers, Médiathèque et Crèche de Vincent-d'Eau, deux entreprises locales, l'a fait faillite dessus, dont une de Saint-Joseph. Enfin, elle n'est pas sur ça que ça a fait faillite, mais ça a fait faillite en cours de chantier. L'année 2016 a vu donc des réalisations significatives telles que l'aménagement de la rue du Commandant Mahé, à côté du collège Joseph Hubert, et qui constituera donc le barreau de liaison, le 4e, reliant le cœur de ville à la contournante, donc en prenant le sens ouest-est. La réalisation de la maison de veillée du Butor par l'entreprise municipale, la construction de la médiathèque, je l'ai dit, et la mise en service du finisher, c'est-à-dire l'appareil répandeur d'enrobé. Quatrième point, qui constitue un autre fait notable, c'est que la commune s'est également désendettée à hauteur de 1 million d'euros en 2016. Nous passons ainsi en dessous du ratio moyen d'endettement de la strate démographique. L'ensemble de ces éléments nous permettent d'améliorer notre santé financière et d'envisager l'avenir à travers la signature d'un emprunt pluriannuel auprès de la Caisse des dépôts et consignations qui sera complété par l'Agence française de développement. Ces partenariats financiers et la poursuite de nos efforts pour dégager de l'autofinancement malgré un contexte plus que jamais incertain nous permettront de sécuriser la réalisation de nos investissements et la mise en œuvre de notre projet de développement du Saint-Joseph de demain, du Saint-Joseph de 2030. À ce titre, notre programme prévisionnel d'investissement prévoit d'investir près de 50 millions d'euros pour la période 2017 à 2020-21. Il devra nous permettre d'atteindre nos objectifs de structuration de nos pôles de centralité, tout en intervenant dans les quartiers pour les réalisations d'équipements de proximité. Vous l'aurez compris, mes chers collègues, nous sommes là à la première marche de notre projet du Saint-Joseph de 2030, comme je vous le disais, que j'ai plaisir et honneur de dire que je la franchis en mes qualités pleines et entières de maire de notre belle commune, puisque j'ai fait le choix, en cohérence avec mes actes précédents, d'être pleinement et entièrement, plus que jamais, sur cette fonction, non pas de premier magistrat seulement, ou d'édile, mais surtout, puisque j'aime cette expression, de premier citoyen de Saint-Joseph. Je retiens ce qui nous a permis, pendant 10 ans, de pouvoir réaliser un certain nombre de choses importantes. Et c'est vrai que dans mes fonctions de député, en défendant la Réunion, le Réunionnais, mais aussi en défendant tout simplement le Sud, je n'ai pas oublié ma commune de Saint-Joseph, notre commune, et nous sommes en train de dresser les réalisations, le tableau des réalisations et des financements obtenus par l'intermédiaire du député de notre circonscription au cours des 10 dernières années. Et je pense que ça peut, à dessein,
certainement intéresser bien des personnes et au lieu d'entrer dans les polémiques stériles, je préfère véritablement positiver pour faire valoir que nous avons tout intérêt à poursuivre véritablement sur cette voie-là, même si désormais je ne le ferai qu'avec mon seul mandat de maire de Saint-Joseph. En tout cas, merci de votre confiance et en avant pour le Saint-Joseph de 2030. Voilà ce que je voulais dire. Bien, nous allons maintenant passer à la présentation du premier dossier, Monsieur le DGS, et nous passerons au vote tout à l'heure et je m'éclipserai après avoir fait voter le principe donc de la présidence pour le vote des dossiers 1, 2 et 3 par notre collègue Christian Landry. Allons-y pour la présentation. Bonsoir à toutes et tous. Donc, l'idée d'arrêter le compte de gestion 2016 pour le budget principal et la régie des pompes funèbres de la collectivité. Donc, le compte de gestion, tout comme le compte administratif, retrace l'exécution financière de la gestion de la collectivité pour l'année en cours, donc l'année passée. Le compte de gestion est établi par le comptable et le compte administratif par le donateur. Donc, les comptes de gestion proposés pour le budget principal et la régie des pompes funèbres sont concordants avec le compte administratif. Donc, le compte de gestion du budget principal fait ressortir un résultat de clôture pour 2016 de 6 236 303 euros et 61 centimes et de 0 euros pour la régie des pompes funèbres qui s'équilibre en dépenses et en recettes. Donc, il est demandé au conseil municipal d'arrêter le compte de gestion du budget principal et de la régie des pompes funèbres. Je vous en remercie. Alors, le compte de gestion étant présenté par le comptable public, je peux bien évidemment le mettre aux voix. Y a-t-il des questions? Pas sur le compte de gestion. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Bien, Christian Landry va nous faire la présentation générale sur le compte administratif, en tout cas de la situation de nos finances. Et donc, vous passerez ensuite au vote. Merci, Monsieur le député maire. Et je vous prie encore de m'excuser de mon retard. Je m'étais trompé du fuseau horaire entre Langevin et le centre-ville. Donc, nous allons passer sur la première diapo sur les recettes réelles de fonctionnement, qui sont les recettes courantes. Et elles sont, comme vous pouvez l'apercevoir sur le graphique, en augmentation de 1,6%. La progression est un peu moindre que celle de l'an dernier, mais il y a une progression relativement importante avec, bien sûr, des domaines où ça marque le pas et des domaines où ça avance un peu plus. Nous avons donc 1,66% de progression, avec une diminution de DGF, dotation globale de fonctionnement, qui est en baisse, les emplois aidés également. La DGF nous a produit un manque à gagner de 309 000 euros, et ce qui représente, depuis les diminutions de cette DGF, depuis 2013, une perte grosso modo de 1 million d'euros. Donc 309 000 pour cette année. Il n'en reste pas moins que ces recettes réelles de fonctionnement restent en augmentation. À côté des recettes, bien sûr, les dépenses réelles également. Elles avaient fortement baissé en 2014-2015 et nous avons une petite augmentation de 0,9% cette année dans les dépenses, car il y a un moment où il faut évidemment redonner un petit peu d'oxygène sur des postes qui ont été fortement contraints dans l'exercice précédent. Vous avez dans le tableau de droite le détail des grandes masses où il y a des plus et des moins.
moins 5,45% de charges de personnel. C'était un objectif que nous nous étions donné. Mais des charges à caractère général, je vous le disais, c'est l'oxygène qu'il faut donner au service parce qu'il y a des choses qu'il fallait absolument relancer. Les subventions CCAS sont en diminution de 2,50%. En revanche, pour la caisse des écoles, dû à des transferts de personnel, les subventions ont augmenté de 32%. Sur les subventions, il y a une baisse. Et enfin, frais financiers, il y a une baisse aussi, comme sur les charges exceptionnelles. Voilà donc, grosso modo, des dépenses qui sont maîtrisées, ce qui n'est pas toujours facile entre l'asphyxie et le développement dans nos dépenses. Nous passons maintenant sur les résultats de fonctionnement. En fonctionnement, nous avons, grâce à des efforts qui ont été consentis sur les dépenses, nous avons pu capitaliser cette année, comme vous le voyez en jaune, un excédent de fonctionnement de 6,8 millions d'euros, ce qui est une bonne chose. Et en tout cas, cet excédent nous permettra de financer nos investissements et de nous donner des arguments de crédibilité en face de banquiers qui sont toujours très frileux pour nous proposer des prêts. Donc, 6 millions d'euros d'excédent. Ce qui produit, puisqu'il faut bien faire des équilibres, au bout du compte, une épargne nette qui progresse bien entre 2015 et 2016, comme vous pouvez le voir, et elle atteint 1,3 million d'euros. Nous nous étions donné, parce que vous vous en souvenez l'an dernier, l'objectif de faire 1 million, du moins d'atteindre le million. Eh bien, nous avons même fait 1,3 million. Donc, notre capacité d'autofinancement est importante. C'est ce que regardent les banques et ce qui nous permettra non seulement d'avoir des arguments auprès d'elles pour emprunter, mais aussi pour conclure un accord de financement pluriannuel, d'emprunt pluriannuel, ce qui nous permet d'avoir une visibilité plus grande et non pas chaque année de tout remettre en cause. Donc on s'oriente, et pour cela il fallait que nous ayons des résultats comme ceux-ci, on s'oriente vers des accords d'emprunt pluriannuels, 4 ans en général, pour les banques. C'est-à-dire que chaque année, on est assuré d'avoir 4 ou 5 millions d'emprunts par les banques. C'est une sorte de plan prévisionnel d'emprunt. Nos dépenses d'investissement, eh bien, là aussi, elles sont en nette progression de 31%. Bon, ce sont des dépenses, bien sûr, mais comme ce sont des dépenses d'investissement, c'est l'intérêt de la collectivité que d'améliorer notre patrimoine, d'améliorer nos équipements. Et c'est le cas. Donc, nous avons 8,6 millions d'investissements cette année, enfin l'année dernière, sur cet exercice. C'est aussi un résultat qui n'est pas exceptionnel, mais qui est bien meilleur que l'année précédente. Et il est vrai que nous avions eu des années un peu difficiles dans les années 2014 et 2013. Il semble que il y a, malgré tout, encore des difficultés du côté des entreprises. Monsieur a rappelé les difficultés
certaines qui ont été de mettre la clé sur la porte. Donc, malgré ce contexte difficile, nos investissements aussi à l'équipe de l'entreprise municipale d'obtenir ce résultat. Eh bien, cet équipement se voit à travers le tableau des opérations importantes qui ont été menées. Ce tableau n'est pas exhaustif, il ne retient que les sommes les plus importantes. Vous avez cette année une nouveauté, c'est qu'au regard des lignes de résultats, d'investissements, etc., des lignes de chiffres qui sont, même si on y met un peu de couleur, ça reste quand même un petit peu tristouné. Alors cette année, on a mis en regard des lignes des images de ces chantiers. Les 8 chantiers phares qui ont été retenus, vous les reconnaissez, la maison de veillée, le parking au Butor, le rond-point près du collège Joseph Hubert, la halle des manifestations, la rue Justinien-Vitry, la rue Maury, là où il y a le compacteur, la médiathèque et une vue aérienne des fondations du futur bassin d'apprentissage de Jean Petit. Donc les travaux se répartissent aussi bien entre l'entreprise municipale, où vous avez la première partie du tableau, et avec des sommes beaucoup plus importantes parfois, les investissements dits externalisés, c'est-à-dire réalisés par des entreprises sur des projets financés, comme la médiathèque, le profilage des routes, la rue Commandant Mahé, qui sont des opérations importantes par les montants, avec des aides de la région et de l'Europe. Ne pas oublier la part, le fonds européen, les fonds européens qui sont tout à fait mobilisés là-dessus. Nous avons donc mobilisé 2,3 millions d'euros de subventions, dont je vous parlais à l'instant, avec la répartition entre les différents partenaires extérieurs. Vous avez aussi bien le cercle un peu en secteur morcelé, avec la part de la région qui est en bleu, de l'État qui est en rouge, du FEDER qui est en jaune, et les autres subventions regroupées sous la couleur verte, dans la couleur verte. Dans la partie à droite, vous avez les différents financements vus à travers les bâtons qui vous donnent la proportion de l'importance des uns par rapport aux autres, peut-être de façon plus lisible. Ce qu'il faut retenir, c'est que en vert en haut, c'est le flux de la dette, c'est-à-dire l'encours de dette qui a diminué. C'est pour cela qu'on parlait tout à l'heure d'un désendettement important de la collectivité de 1 million d'euros cette année. Et l'autre point important de cet histogramme, c'est la progression de l'épargne brute qui fournit l'essentiel de ce qui devient l'épargne nette après. C'est une progression importante entre 2015 et 2016, avec une année 2016 qui se confirme. C'est une grande partie de cette épargne brute qui provient de nos propres fonds. C'est l'investissement propre de la commune, grâce aux excédents des années de l'année précédente.
Donc nous dépendons de l'emprunt, mais aussi nous utilisons notre cagnotte, entre guillemets. Cette dette, cet investissement et cette part importante d'emprunt, mais que nous maîtrisons, nous amène à un ratio du poids de la dette par tête d'habitant. Vous avez sur la partie gauche le ratio de Saint-Joseph entre 2014, 2015 et 2016. Vous voyez que le poids de la dette diminue régulièrement. Par rapport aux autres communes de la Réunion, nous sommes pas mal placés, nous ne sommes pas en tête, nous sommes aux alentours de la moyenne départementale. En revanche, nous avons devant un trio d'échappés qui accroît chaque année son avance par rapport au peloton. C'est Sainte-Marie, Saint-Leu et le port qui ont même si le port voit diminuer sa dette, il y a des poids de dette importants à Sainte-Marie et Saint-Leu. Saint-Leu qui est en train de faire une remontée en tête de peloton, en tête d'échappée, pardon. Voilà pour eux. Grosso modo, nous avons donc 1 055 € par tête d'habitant d'emprunt, ce qui est, je vous le disais tout à l'heure, tout à fait proche de la moyenne départementale. Donc de ce côté-là aussi, l'indicateur, disons, est au vert. Et dans la même strate, Saint-Benoît y figure et Saint-Benoît est devant nous également. Oui, voilà. Si on compare population à population. Voilà pour les grandes tendances et les grands chiffres. Il y a des questions, des précisions. Donc, député maire. Alors, je vais à ce moment-là, puisque l'autre dossier porte sur les pompes funèbres et donc le compte administratif ne va pas donner véritablement lieu, à mon sens, à grand débat, mais je vais proposer donc la candidature de Christian Landry, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, comme il le fait habituellement, pour donc présider ce double point qui portera donc sur le vote de l'arrêté du compte administratif 2016 pour le budget municipal et celui portant sur la régie des pompes funèbres. Pas d'opposition, pas d'abstention? Très bien. Christian, je te passe le relais. Merci. Merci, monsieur le député maire. Donc, puisqu'il n'y a pas eu de questions particulières, nous pouvons donc passer au vote. Je vous rappelle qu'on ne peut adopter le budget par un vote global à la double condition que ce budget soit présenté par chapitre et article, ce qui a été le cas avec les documents qui vous ont été envoyés, et qu'un débat préalable puisse avoir lieu. Il a été proposé permettant de constater l'assentiment de la totalité ou de la majorité des conseillers présents sur le budget. C'est une phrase très administrative, mais qui est obligatoire pour le procès-verbal. Ça fait partie de ces petites phrases qui permettent que le contrôle de légalité puisse dormir en paix. Nous allons maintenant arrêter le budget principal en section de fonctionnement. Y a-t-il une demande de vote par bulletin secret? Non. Nous allons passer donc au vote traditionnel, mais là aussi, faut-il encore le demander et obtenir votre assentiment. Donc, nous sommes d'accord pour voter de manière par section. En recettes, nous avons 53 487 400 € et 78 centimes. Et en dépenses, nous avons 46 687 557 € et 9 centimes de dépenses. Vous avez le tableau avec les détails par ligne à ligne, chapitre à chapitre. Je mets aux voix. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Je vous remercie de votre unanimité. Donc le compte
administratif en section de fonctionnement est adopté. Nous passons par l'autre côté de la médaille, qui est la section d'investissement. Donc ce compte administratif est arrêté en section d'investissement à 11 707 230 € 8 centimes en recettes et 12 244 770 € 16 centimes en dépenses. Nous avons donc des restes à réaliser qui seront arrêtés à 955 517 € 88 en recettes et à 3 694 967 € 45 en dépenses. Je vous propose de mettre aux voix ce compte administratif dans sa section d'investissement. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous avons un vote à l'unanimité sur ce compte administratif. Et enfin, le budget de tout repos, c'est le compte administratif des pompes funèbres qui est arrêté à 22 830 € 38 en dépenses et en recettes. Comme chaque année, c'est toujours à peu près la même chose. Je crois qu'il y a peut-être cette année une légère augmentation sur le nombre de concessions. 22 830 € 38. Je mets aux voix. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Merci de votre participation. Nous allons pouvoir faire revenir Monsieur le député maire. Bien. Merci, mes collègues. Nous allons donc passer maintenant à l'affaire suivante, qui est le dossier numéro 4. Bonsoir. Merci de votre présence. Le 14 novembre 2016, la commune a déposé donc une demande d'aide financière à hauteur de 1 169 146 € 34 en taxes au titre du Fonds exceptionnel d'investissement 2017 pour le projet de renforcement du réseau électrique amené HTA au droit de la ZAC des Terrasses depuis le poste source de l'usine hydroélectrique de Langevin. Et c'est par courrier du 5 avril 2017 que la ministre des Outre-mer a notifié à la commune l'attribution d'une subvention de 1 100 000 € pour la réalisation de ce projet. M. Henri-Claude Morel, qui est élu délégué au CIDELEC, va nous en faire donc la présentation. C'est un projet important puisqu'il conditionne la réalisation et la mise en alimentation électrique de, bien sûr, ce double chantier, la réalisation d'une zone d'activité commerciale, avec un centre commercial, une surface alimentaire principale et 21 boutiques, et la zone de production qui viendra en contre-haut et qui nous annonce en tout cas une possibilité de 750 créations d'emplois. Il faudra bien sûr que tout le monde y travaille, mais c'est vous dire donc combien on attend bien sûr la réalisation de ce projet qui pour nous date de 10 ans.
dans sa préparation. Et donc, je vais laisser maintenant la parole à Harry-Claude Morel. Bien, chers collègues, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci, monsieur le député-maire, pour cette entrée en matière. Je vais essayer de ne pas être trop long sur ces 11 kilomètres de travaux. Un petit peu plus quand même, monsieur Guezlo. Donc, je pense que les diapositives vont suivre en même temps. Voilà. Alors, il s'agit de travaux qui seront réalisés par EDF, qui est maître d'ouvrage dans le cadre du raccordement des ZAC. Alors, cette opération va favoriser la suppression de câbles aériens sur 90% de son tracé. Comme je vous disais, et sur une longueur de 11 km partant de l'usine hydroélectrique, comme vous voyez sur le plan, jusqu'à la future ZAC, qui va donc prendre l'usine électrique, longer tout le long de la route, le long des berges de la rivière Langevin, passer à côté sur le pont, reprendre la rue Monnier et repartir, suivre la rue Monnier jusqu'à reprendre ensuite la rue des Prunes, traverser la rivière des Remparts et rejoindre par Trop-Vallée la ZAC, la future ZAC. Alors le nouveau câble HTA reprendra la structure existante du tracé et amènera un confort et une fiabilité du réseau électrique aux habitants sur les secteurs traversés. Et le câble de la partie de la centrale hydroélectrique jusqu'à la nationale, il y aura un double câble qui va permettre, sur notre demande, qui va être mis en attente pour desservir nos futurs projets sur le secteur est de la ville, donc tout ce qui est Langevin et Vincent-d'Eau. Alors pour cette opération, la commune bénéficie d'une subvention, comme l'a dit le député-maire, au titre du FEI, Fonds exceptionnel d'investissement, à hauteur de 1 100 000. D'ailleurs, je vous remercie, monsieur le député-maire, pour votre ardente intervention auprès du monsieur le député, pardon, puisque c'est le député qui a intervenu, pour votre ardente intervention auprès du ministère des Outre-mer, pour que nous puissions obtenir cette subvention et qui viendra s'ajouter bien sûr à votre bilan dont vous parliez tout à l'heure. Voilà. Donc il reste à notre charge 485 000 euros avec la TVA. Et il y a également une demande auprès du CIDELEC pour une participation financière sur ce projet, dont je vais, moi, en tant que représentant de la commune au niveau du CIDELEC, délégué au CIDELEC, faire jouer de tout mon poids, et j'en ai un petit peu de poids, pour pouvoir obtenir un minimum. Alors, comme convenu avec les services d'EDF, le planning validé est prévu pour 2017, pour une livraison de l'ouvrage en mars 2018, soit 8 mois de travaux. Alors, pour pouvoir aller vite, puisqu'il y a quand même 11 kilomètres de travaux, l'EDF a décidé de mettre 2 entreprises sur ces travaux. Donc, un qui partira de Langevin et un qui partira de la ZAC, et ils vont se rejoindre à un moment donné, bien sûr. Afin de répondre aux attentes des entreprises de la ZAC et notamment du centre commercial, donc, comme je vous disais, il est prévu 2 sociétés. La livraison partielle du renforcement électrique en décembre 2017 permettra l'alimentation du centre commercial à hauteur de 2,7 MW. Effectivement, parce que les besoins en puissance de la zone est de 5,2 MW. Donc en décembre, on aura déjà 2,7 MW de disponibles et le reste viendra donc à la fin des travaux au mois de juillet dans le premier semestre de 2018. Les études sont en cours pour adapter tous les travaux à la campagne sucrière, aux périodes scolaires et au pic de fréquentation de la rivière Langevin.
Mais comme les travaux démarrent maintenant, donc je pense que le pic de la rivière Langevin sera passé, puisque en hiver, les gens ne viennent pas trop se baigner. Voilà. Donc la dernière diapositive nous montrait l'arrivée donc si vous pouvez revenir sur là on voyait la ZAC, voilà. Donc là le rouge, ce qui est en rouge, c'est le chemin solitaire. Chemin solitaire, voilà. Ça va arriver par là. Voilà. Donc il est donc demandé au conseil municipal d'approuver le projet de raccordement électrique, d'approuver le plan de financement et d'autoriser le député maire à signer toute convention financière, à intervenir avec l'État, ainsi que tout document et pièce se rapportant à cette affaire. Avez-vous des questions concernant ce projet de raccordement? Merci, M. Morel. C'est un beau dossier. Et comme vous m'avez interpellé pour me remercier de mon intervention, je voulais juste donner un petit peu un historique sur lequel M. Guezlo peut d'ailleurs, à mon sens, se retrouver. Je ne sais pas, il a peut-être été à un certain moment un observateur malgré lui sur cette question. Il a fallu à un certain moment intervenir pour l'amener du courant en forte tension sur le sud, sachant que les postes sources principaux étaient sur Saint-Paul, sur l'ouest. Et donc, comme nous sommes intervenus de manière conjointe et que le poids des députés avait joué, moi j'avais, je ne sais pas si mon poids était aussi fort que celui de Harry Claude, mais toujours est-il que les choses ont bien fonctionné. J'ai eu droit, bien sûr, aux félicitations de mes collègues dans le Sud, mais je me suis aperçu que, en fait, on a pesé de tout notre poids pour amener, mais l'amener jusqu'à Montvert, mais pour nous n'est plus rien. Donc, misez pour un coup. Si m'y intervient, moi, très content d'être un député de la Réunion, de la Nation et même du Sud. Enfin, si le Sud s'arrêtait à Montvert, mais je trouve que ce serait un peu dommage. C'est pour cela que là-dessus, en effet, il a fallu bien jouer des coudes et que la position de député a certainement aidé un peu plus. Et on est intervenu auprès directement du ministère de l'Outre-mer parce qu'on a pu faire porter par le biais du FEI, et je suis heureux que l'on ait eu là-dessus à la fois l'accompagnement, le soutien du préfet de la Réunion, du SGAR et de l'actuel sous-préfet, Vincent Lagoguet, qui nous a particulièrement aidé là-dessus. Et c'est vrai qu'après, les montages de dossiers sont faits à notre niveau, le placement sur l'alias de différents projets ici aussi, mais après, on ne sait jamais comment les avions conduisent les dossiers quand ils arrivent à Paris. Il fallait en effet faire en sorte que ce soit retenu. D'ailleurs, il est rare que sur une demande de financement de ce type, on reçoit la réponse qui nous a été accordée, mais je pense que tout le monde a compris ce que ça comportait. C'est de la dynamisation économique, c'est de l'emploi, c'est de développement pour une micro-région. Et là où j'ai une grande satisfaction, c'est qu'on est parti d'un dossier où on aurait pu très bien aller chercher un poste source qui se signalerait à côté de la ZAC en sortant de Montvert, et on a réussi le tour de force avec tout le monde, de l'amener jusqu'à Langevin pour pouvoir justement, vous l'avez bien compris, alimenter demain sur le réseau toute la partie allant de Langevin en revenant sur la nationale, passer par les Jacques, etc., pour arriver jusque sur le site de la ZAC par les différentes voies qui ne s'inscrivent pas à l'intérieur de la contournante, puisqu'on sait très bien que dans les aménagements que l'on aura demain à l'intérieur du grand centre-ville, c'est-à-dire à l'intérieur de la contournante, nous aurons à ce moment-là des possibilités de financement que l'on n'aurait pas pu dégager pour le tracé où nous avons mis les choses. Nous aurions aimé, bien sûr, que la maîtrise d'ouvrage directe soit celle du Sidélec, mais on savait que ça pouvait nous entraîner à un retard certain. Donc moi, je veux là-dessus remercier nos représentants. Je remercie bien sûr le président Maurice Gironcel, après les interventions d'Henri-Claude Morel, pour avoir accepté et nous avoir même demandé d'être en quelque sorte des délégués en la matière pour pouvoir faire accélérer le dossier, puisque dans les temps qui est imparti, je suis assez d'accord pour dire qu'il était important donc de ne plus perdre de temps, parce que ça aurait été dommage que
la ZAC soit livrée, qu'on n'ait pas donc le courant qui arrive jusqu'à les différents magasins ou structures qui s'y implanteraient. Y a-t-il des souhaits de parole? M. Guesdeau veut dire deux mots? C'est bon? Ok, très bien. Bon, vous avez compris que c'est un dossier qui devrait nous rendre fiers, nous, en tant qu'élus municipaux, parce que là, on voit où l'argent y passe, mais en même temps aussi le passage d'une idée à un projet et ensuite à sa traduction véritablement sur le terrain. Maintenant, vous ne pourrez plus nous dire que vous n'êtes pas au courant. Voilà. Oui. Je vais mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci de votre belle unanimité, mes chers collègues. Nous allons maintenant passer à l'affaire numéro 5. C'est Harry même, hein, Harry-Claude, qui s'y colle. Là aussi, c'est un dossier, peut-être en chiffres les moins importants, mais il a été fastidieux, long, et nous arrive enfin à toucher au bout, puisqu'il s'agit d'acquérir des bâtiments que tout le monde y croyait qu'il était à la commune. Et en fait, le terrain est à la commune, mais les bâtiments ne l'étaient pas. Donc c'est celui de l'ancien Arfuts placé à Vincent d'Eau et l'autre donc à la Plaine des Grègues qui est squatté aujourd'hui, qui est en face de l'église. Donc il est facile de porter une critique en disant que c'est un bâtiment communal. Le bâtiment ne nous appartient pas. Donc ce le sera dans les mois qui suivront donc l'adoption de ce dossier ce soir, et je laisse donc à Harry le soin de faire une plus ample présentation. Harry-Claude. Bien, merci Monsieur le député maire. Donc pour rappel, l'association Arast a été mise en liquidation judiciaire en 2009. Le liquidateur en charge du dossier a interpellé la commune afin de régler la situation des locaux construits sur les parcelles communales situées à Vincent d'Eau et à la Plaine des Grègues. À Vincent d'Eau, ça se trouve, comme vous le disiez Monsieur le député maire, à proximité du cimetière et de la cité Prosper-Mérimée. Et à la Plaine des Grègues, c'est sur la rue de la Petite Plaine, en face de la chapelle. Les négociations ont abouti à une décision du tribunal de grande instance de Saint-Denis pour la cession des biens au profit de la commune à hauteur de 35 100 € pour le local de Vincent d'Eau et de 40 500 € pour celui de la Plaine des Grègues. Ces montants basés sur des sont bien inférieurs à ceux proposés au départ par le liquidateur en raison de la vétusté et de la dégradation générale des bâtiments. Ce dernier proposait en effet 68 000 € pour Vincent d'Eau et 73 000 € pour la Plaine des Grègues. Alors, il est donc proposé au conseil municipal d'approuver l'acquisition des locaux construits sur les parcelles cadastrées CX 273 et AO 77. Donc, comme je le disais, pour les montants respectifs de 35 100 € et de 40 500 €, suivant l'ordonnance du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la réunion du 23 février 2017 et d'autoriser le député maire à signer tout document ou pièce se rapportant à cette affaire. Je vous remercie. Merci. Y-a-t-il des interventions? Monsieur Rivière. Monsieur le député maire, chers collègues et public présent, bonsoir. Donc, juste au niveau de ces locaux, donc est-ce que, puisque si on rentre en pleine propriété donc de ces différents locaux, est-ce qu'il y a déjà une idée, je dirais, soit des travaux à accomplir, soit, je dirais, de la finalité de ces locaux? Est-ce que c'est déjà dans la réflexion? La réflexion n'aurait pu être carrément de les raser, parce que vu l'état dans lequel il est, notamment celui de la Plaine des Grègues aujourd'hui, ça pourrait être une vocation. Après, à certains moments, nous avions des idées avec l'association Fangourin là-haut, mais on a été obligé de se rabattre sur un terrain puisque justement ça traînait et ça tirait en longueur les négociations, puisqu'on n'y arrivait même plus à retrouver un interlocuteur pour pouvoir nous vendre ce bâtiment. Il y a diverses possibilités. Nous avons actuellement des acheteurs, des acquéreurs qui sont sur des positions foncières que nous avons. Mais si c'est le cas, ce sera donc un appel à projet, une mise en concurrence au plus offrant. Après, c'est sur un endroit stratégique, donc s'il y a une vocation sur le quartier qui s'affirme, pourquoi pas, sauf que en ayant transformé l'ancien case en vestiaire et en ayant transformé la structure que l'on avait anciennement et qui étaient les deux maisons de fonction
et que l'on les a joints en une maison pour tous, le but n'est pas non plus demain d'aller multiplier les bâtiments en veux-tu en voilà. Donc on est ouvert à tout. Sur Vincent d'Eau, on est sur l'allée des Rameaux, la voie du cimetière, mais on n'est pas loin aussi du terrain. Donc à un certain moment, on avait dit pourquoi pas une structure qui pourrait être un clubhouse ou quoi que ce soit, où on avait dit aussi qu'on était en plein rue Prosper-Mérimée sur un lotissement qui existe et où on a rendu les gens qui habitent propriétaires. C'est une de nos fiertés d'ailleurs. Donc est-ce que demain on a, vu les montants sur lesquels on est, la possibilité de vendre à une famille du coin ou quoi que ce soit, c'est aussi là quelque chose qui nous met dans une position d'ouverture complètement sur ça. D'autant plus que sérieusement, quand on regarde des bâtiments, si on se dit qu'il n'y a plus grand-chose à faire, il vaut mieux payer le nouveau prix que celui qui était prévu précédemment, quoi, puisque il est vrai que avec le temps, ça a été déprécié. Moi, je me souviens, en tant que responsable de cabinet de Petite-Île, de la mairie de Petite-Île, avec l'ancien DGS, eh bien, la croix et la bannière que ça avait été pour pouvoir justement récupérer la structure éclair à Arfuts qui était à côté de la mairie, eh bien, la détermination de l'ancien directeur général des services nous avait prouvé en tout cas que si on voulait chercher véritablement et se mettre dessus, on pouvait trouver la voie. Et c'est la raison pour laquelle maman avait voulu qu'on en fasse de même. C'est pas complètement terminé. On a encore quelques structures sur Saint-Joseph, pas forcément avec l'Arfus, mais avec l'ancien AFPAR, etc. et tout ça, où il faudrait peut-être que demain, nous en a une position, soit du liquidateur ou quoi que ce soit, qui nous dise le bâtiment il vaut plus grand-chose. On parle sur ce prix-là, ou tout simplement il donne à nous l'autorisation de raser, parce que ça a été quelque part. Il était assez bâtard comme démarche à l'époque. C'est que sur un bâtiment communal, elle a bâti une structure appartenant à un autre opérateur que la commune, un autre acteur, et après, pour démêler les chevaux là-dessus, elle est particulièrement difficile. Donc voilà la position sur laquelle nous l'est. Okay, voilà. D'autres questions? Non? M'y mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, affaire suivante, et c'est Christian Landry, c'est la prise à bail, c'est le dossier numéro 6, prise à bail de la salle de l'ancien Cinéma Royal, et vous avez eu donc un erratum sur ce dossier, tout le monde a reçu. Christian. Merci, monsieur le député maire. En fait, c'est une opération qui se poursuit, on se propose de poursuivre, puisque cela fait déjà depuis 2008 que nous avons pris à bail ce bâtiment pour y maintenir une activité cinématographique de cinéma dans la commune et pour que on ait cette salle encore active. Je passe sur l'essentiel, sur les détails. Vous l'avez dans votre document. L'idée était on est obligé de refaire un bail puisque le précédent arrive en fin du mois de mai, je crois, à sa fin. Donc nous proposons de repartir sur une nouvelle période et nous avons eu l'obligation de créer un avenant en 2009, puis ensuite une prolongation qui s'est aussi autre avenant jusqu'au 31 mai 2017 que nous avons voté ici. Nous avons rencontré les propriétaires gérants. En fait, un des deux frères représentait son autre frère. Il s'agit de messieurs Amable et André Chankamsu, l'un étant le président de la SCI et l'autre le gérant de la structure du cinéma, enfin l'ancien cinéma. Il avait pouvoir de son frère et nous l'avons rencontré, on lui a fait des propositions. La proposition était une proposition d'achat qui n'a pas été souhaitée par la famille Chankamsu. Donc nous en sommes arrivés à maintenir les choses en l'état, avec une estimation des domaines
une valeur locative de 3 300 € par mois, mais ça c'est la valeur locative telle qu'elle a été maintenue, enfin indiquée par les domaines compte tenu de la vétusté de l'âge du bâtiment. Il est évident que c'est une situation qui était difficile de tenir, le propriétaire n'ayant pas accepté ce prix-là, et nous repartons vers une proposition d'un bail d'une durée moyenne, dirons-nous, de 6 ans, de façon à éventuellement se laisser la possibilité de monter autre chose en remplacement de cette salle. On ne pourra pas tenir les délais de 3 ans, c'était trop court, donc on propose un bail de 6 ans et non pas un bail de 9 ans qui, là, lui, serait vraiment très long, d'autant plus que cette salle a besoin d'être constamment maintenue à niveau pour les commissions de contrôle, aussi bien d'accessibilité que de... donc, on ne peut pas envisager de faire de très gros travaux, mais il y a un certain entretien à faire qui est à la charge du bailleur. Et si on veut, au bout de la 4e année, par exemple, alors, si on était prêt, ce bail prévisionnel de 6 ans peut être arrêté en cours, avant. C'est une limite. On ne peut pas faire plus de 6 ans, mais on peut faire moins. Qui peut le plus, peut le moins. Actuellement, on a une activité cinéma et théâtre, etc., qui se déroule à l'intérieur. Voilà. On n'a pas d'autre salle. S'il y a un autre cinéma qui implante sur Saint-Joseph, à ce moment-là, on peut basculer sur l'autre structure et abandonner, entre guillemets, celle-là. Okay. Les propriétaires ont été avertis de cette possibilité, évidemment. Et avant, les domaines avaient estimé à 5 000 €. Oui. Et aujourd'hui, c'est Diano 3 300. 3 300. Ah ouais, il serait bien que c'est ça négocie pour nous, par contre. Hein. Parce qu'il nous prend tout de suite, nous. Hein. Sauf que estimer, il est bien, mais après... il nous fait où, nous, après? Il nous fait Casino Déon, s'il ne boucle pas? Alors, il y a 384 places, plus ou moins. Parce que peut-être qu'il y a eu un fauteuil qui s'est cassé hier soir. Enfin, donc, ça diminue un petit peu à chaque fois. Donc, on prévient à chaque fois notre assureur qu'il n'y a plus tant de places, mais qu'il y en a une de moins. On fait petites économies, c'est toujours bon à prendre. Il faut dire aussi qu'à un certain moment, on nous avait dit que les propriétaires étaient prêts à nous vendre. Voilà, alors... Le problème, Nain était d'accord. Voilà, c'est ça. Et il avait dit à nous que les deux, mais après, c'est celui qui m'a dit qu'il était d'accord. Peut-être c'était dans une réception ici. Il a dit que c'est ça que la dit, nous était d'accord au départ, c'est lui qui n'était plus. Donc... Mais bon, tout ça, les discussions ont été menées avec beaucoup de sourire et de sympathie. Voilà. Non, mais il n'y avait rien d'agressif. Peut-être qu'il ne faut pas fermer la porte, mais c'est vrai que il n'est peut-être pas évident. Ça a une valeur sentimentale, certainement, et patrimoniale plus forte à leurs yeux qu'un autre, parce que les cieux, si demain nous prendront une structure comme ça, peut-être qu'il faudrait que nous casse pour rebâtir. Et en tout cas, un peu de mur, il n'est pas évident. En tout cas, c'est vrai que ça a une valeur historique très forte. Et pour ce qui nous concerne aujourd'hui, ce qui nous importe, c'est de continuer les activités culturelles que l'on a à l'intérieur jusqu'à ce que nous en ayons donc une nouvelle structure, le cinéma, puisqu'il y a des projets quand même sur Saint-Joseph qui sont actuellement portés par des structures privées. On a bien sûr indiqué aussi que si en cours, dans le bail, enfin au cours des 6 années qui viennent, ils voulaient vendre, nous étions toujours intéressés par un achat. Ok. Donc, il vous est proposé d'approuver les modalités du nouveau contrat à bail à intervenir entre la SCI Royale et la commune, comme défini dans le tableau que vous avez sous les yeux, et d'autoriser le député-maire à signer le dit contrat de bail, ainsi que tout avenant et document ou pièce se rapportant à cette affaire. Vous mettez aux voix, monsieur le député-maire. Oui, je mets aux voix. Pas de questions là-dessus. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Il dit ça parce que pourquoi acquérir? C'est qu'il ne veut pas tout acheter. Sauf que si demain il acquiert et qu'il veut obtenir des subventions sur la structure, aujourd'hui on ne peut pas puisqu'on n'est pas propriétaire. Donc on ne peut pas faire intervenir
l'État, la région, l'Europe, tout ce que nous veut, sur une structure dont on est le locataire. Voilà. Dossier suivant, c'est la régularisation foncière portant sur la parcelle BI 371, instauration d'une servitude de passage. On est sur Manapani. D'ailleurs, 3 dossiers successifs. Et c'est M. Henri-Claude Morel, sollicité ce soir. Oui, ben, on fera avec. Oui, donc concernant l'affaire, alors je présente l'affaire numéro 7 et 8 en même temps. Et je ne sais pas si on peut faire voter les deux en même temps ou séparément. Une après l'autre, d'accord. Donc, alors, il s'agit pour cette affaire, pour mémoire, la commune a fait l'acquisition en 2013 de la parcelle BI 371 de 4 hectares 4, située à proximité du chemin des Anglais, qui relie la route nationale au secteur de Manapani-les-Bains, en vue de mettre en valeur ce site naturel et touristique. Les consorts de M. Payette, Joseph Étienne, lors du règlement de leur succession, se sont rendus compte que leur terrain de 2300 m² a été intégré par erreur au cadastre à la parcelle communale. Souhaitant récupérer leurs biens, ces derniers ont interpellé la collectivité afin de faire valoir leurs droits suite à leurs différentes démarches faites auprès de leur notaire, du géomètre et d'un huissier. Maître Aubert, notaire en charge du dossier, a fait part à la collectivité du bien fondé de la demande des consorts Payette au vu des pièces justificatives établies. À ce titre, la commune propose de rectifier son acte de propriété afin de leur restituer leur portion de terrain. Cependant, en raison de la configuration du site, un accord doit être établi entre la commune et les consorts Payette afin de conserver une servitude de passage au profit de la commune, qui fera la jonction entre les parcelles communales BI 416 au sud et 371 à l'ouest en vue d'aménager un nouveau sentier pédestre. En contrepartie, les consorts Payette sollicitent un passage par la parcelle communale BI 416 pour rejoindre le chemin des Abyssins par le biais d'une convention d'autorisation temporaire de passage. Alors, pour l'affaire numéro 7, il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la rectification des limites cadastrales, d'approuver la constitution d'une servitude de passage en vue de la création d'un sentier pédestre, d'approuver le cas échéant la prise en charge des frais relatifs à l'établissement de l'acte rectificatif du titre de propriété du terrain communal et d'autoriser le député-maire à signer tout document ou pièce se rapportant à cette affaire, notamment les actes authentiques, à intervenir par devant le notaire. Avez-vous des questions ? En même de ces jours, il faudra faire un petit coup, là aussi, un bilan de ces trucs comme ça, parce que c'est pas qu'ils commencent à bien faire, mais à un certain moment, quand on parle de poursuite d'action publique, et voire même d'héritage entre des gestions municipales différentes, je ne veux pas pointer du doigt. Je veux dire que là, il y a un peu fort de café quand même. Hein. Je veux juste souligner que quand certains se posent la question pourquoi on a un parking, vous n'avez pas mis le bulldozer dedans parce qu'on a un métallique autour en face du lycée Pierre-Poivre, je voulais juste rappeler que l'ancienne municipalité s'est arrogé un terrain dont on me dit aujourd'hui que si on va devant la justice, on ne sait pas si on va gagner. Là, aujourd'hui, nous avons un terrain où c'est à nous, mais les familles viennent dire qu'en fait, ouais, tu crois que c'est la autres, mais il n'est pas à nous. Donc, vous voulez dire qu'à un certain moment, peut-être il faudrait dresser un bon listing aussi, un bon bilan pour savoir exactement où on est. Parce que moi, en général, dans ma vie privée, moi, essayer d'acheter de terrain où, quand j'ai acheté avec un bouc, moi, je suis que tu as lu. Peut-être qu'au niveau communal, il faudra que nous assurions nous aussi des choses, parce que c'est pas une question de demain. Aujourd'hui, on y connaît que les plus ou moins posés, mais là, ça fait quelques-uns quand même. Hein. Et donc, moi, je ne serais pas contre que nous dresse, c'est la liste de ces dossiers, vous m'autorisez l'expression, assez merdique, pour que nous connaissions comment nous sortons nous dedans, mais voilà. Bon, maintenant, les familles ont fait la démarche et c'est tout à leur droit. Et c'est notre rôle aussi aujourd'hui, si ce n'est même notre devoir, de pouvoir donc faire droit à leurs demandes sans jeu de mots. Pas plus de questions que cela. Voilà, moi m'y tenais là-dessus, moi, à faire cette précision.
Bien, je pense que là-dessus, mes collègues, je ne demande pas plus que les autres, mais notre unanimité démontrera aux familles concernées que s'il y a des erreurs qui ont été faites par le passé au niveau de notre collectivité, là, justement, dans l'action publique, il faut que nous continuions. Mais ce que je demandais à l'instant, c'est peut-être que nous connaissons si... On ne fera pas un appel aux propriétaires pour nous dire, hein, parce que si ça se trouve... Il y en a beaucoup. Et que passer les actes, bien été rédigé à l'époque. Mais enfin, quand on a des cas comme ça, qu'on les règle au mieux, quoi. Hein. Sinon, ils mettent la liste, comme ça, ils connaissent s'ils me laissent un de ces jours en actif et passif. Comme ça, on voit comment il fait. Voilà. Affaire, donc, numéro 7. Vous avez vu à peu près où ça se situe. Bon, cela étant, le terrain n'est pas tout à fait plan. Si tu vois où ça a été. Mais ces terrains-là n'avaient pas appartenu à Ganoski avant ça? Non, il était à côté? À côté. C'est à côté, oui. Mais M. Ganoski avait bien un terrain là. Il avait un chemin, un bout de temps, il descendait. Hein? Ouais. D'accord. Bien, on met aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Bien. Merci mes collègues de nous avoir suivis à l'unanimité sur ce dossier. Et nous transmettrons aux familles. Donc, l'affaire 8, il marche avec? Oui. Hein? Oui. Donc je mets aussi aux voix. On va montrer à nos cohérents. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, affaire suivante, c'est une dénomination de rue sur le secteur de Jean Petit. Harry-Claude même? Oui. Alors, concernant cette affaire, c'est donc la dénomination d'une future voie dans un lotissement privé. Lotissement qui se situe sur le secteur de Jean Petit, à l'ouest de la rue Corbeil-d'Or. Donc vous avez le plan au tableau. Pour permettre les démarches d'adressage des 10 lots à bâtir rattachés à cette nouvelle voie créée, le Conseil doit se prononcer sur la dénomination proposée, à savoir rue Ignace Barré. Il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver la dénomination de la voie décrite dans le tableau ci-dessus et d'autoriser le député-maire à signer tout document ou pièce se rapportant à cette affaire. Gentil, vraiment à l'honneur. Ignace Barré, c'était un grand monsieur de Gentil. Grand aussi par la taille, un agriculteur que beaucoup y connaissaient, donc, qui avait un camion à l'époque. Et quand nous monte à Gentil, nous arrive au bout du chemin de la rue Aimé Turpin, dans l'épingle à cheveux, en bas des terrains, en face du chemin des bambous. Donc on avait une ancienne case carrousel qui était sa maison. Donc c'est bien qu'on rende mémoire à des personnes qui étaient fortement inscrites dans le paysage jean-p'titien et de Saint-Joseph. Après, je ne m'y connais pas, mais pour l'époque, c'était un monsieur d'une forte taille. Je ne sais pas s'il y avait 2 mètres, mais il devait y avoir un peu plus qu'1,80 m, etc. Les bons? Bien, on met aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Ce nom de chemin, on va connaître. Beaucoup va se rappeler. Alors, affaire numéro 10, c'est qui? C'est M. DGS qui nous en fera donc la présentation sur l'affaire numéro 10, c'est la constitution d'un groupement de commandes pour la passation des marchés liés aux services d'assurance commune, CCS, caisse des écoles. Joël. Oui, tout à fait. Dans la poursuite du mouvement de mutualisation qu'on a engagé entre la commune et les établissements publics administratifs associés, à savoir caisse des écoles et CCS, on avait déjà engagé des groupements de commandes sur les marchés de téléphonie, d'informatique et d'équipements de protection individuelle, avec pour objectif de bénéficier de coûts avantageux pour les 3 structures sur la base d'un marché unique et d'avoir des coûts de gestion réduits, donc un seul marché pour éviter que chaque structure ait à lancer le même marché. Donc là, on se propose de l'étendre au marché d'assurance, donc les différentes assurances constitutives de l'activité de la collectivité. Demander au conseil municipal, donc en prenant cette procédure, d'approuver la constitution du groupement de commandes composé du Centre communal d'action sociale de Saint-Joseph, de la Caisse des écoles et de la commune. Cela dans le cadre de la passation de marché d'achat de services d'assurance. D'approuver les termes de la convention constitutive du groupement de commandes. De
de désigner la commune de Saint-Joseph comme coordonnateur du groupement. La commission d'appel d'offres de la commune statuera sur l'appel d'offres et d'autoriser le député maire à signer la convention constitutive du groupement ainsi que tout document ou pièce se rapportant à cette affaire. Si vous avez des questions. Pas de questions, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Affaire suivante qui sera présentée donc par Madame Valérie Waro, c'est la convention de travaux sur parcelles privées relative à la réhabilitation de l'ancienne décharge de Jacques Payette, rue Claude Marion, sur la départementale 37. Il faut approuver la convention intervenue entre la commune et la famille Vienne. Valérie Waro, bonsoir. Bonsoir, monsieur le député maire. Bonsoir à tous. Merci. Effectivement, conformément à des arrêtés préfectoraux datant de 2015 maintenant, la commune doit réhabiliter ses anciennes décharges, dont celle de Jacques Payette. Pour cela, elle a lancé une consultation pour une maîtrise d'œuvre partielle. L'ancienne décharge de Jacques Payette est située sur une parcelle privée. C'est pourquoi toute intervention doit faire l'objet d'une autorisation des propriétaires, qui sont les époux Vienne. Pour rappel, une première convention de travaux avait été passée, qui date d'octobre 2015. Et puis, ce projet de maîtrise d'œuvre partielle et le plan de financement avaient été approuvés lors du conseil municipal de septembre 2016. Ce soir, il s'agit donc de continuer en ce sens en adoptant une nouvelle convention de travaux pour réaliser cette réhabilitation, ces études de réhabilitation. L'autorisation d'intervention sur ce site privé se fait donc par le biais de cette convention de travaux qui est passée avec la famille propriétaire, permettant à la commune de procéder aux études de réhabilitation. Donc, à titre d'information, l'analyse des offres de cette consultation pour une maîtrise d'œuvre partielle est en cours. Ça devrait être attribué fin juillet, début août. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver cette convention relative aux études de réhabilitation et d'autoriser le député maire à la signer, ainsi que tout autre document s'y rapportant. Merci. Y a-t-il des questions? Ouais. Et je disais qu'elle a laissé procuration pour les différents dossiers, mais Blanche Le Breton ne votera pas en son nom sur cette question. Ça éclaire ensuite pour les autres terrains où on aura aussi à faire, sauf que là, c'est des propriétés communales. C'est ça, c'est bien ça. Bon. Je ne dirais pas qu'il y a de l'eau dans le gaz, c'est pas le cas, mais le terrain est peut-être gazeux, donc il vaut mieux que nous termine très vite. C'est une euphorie, c'est pas de pétrole, on va trouver, mais et c'est pas un cadeau qu'on fait à la famille, parce que vraiment, en regardant l'indemnisation, les pas. Mais bon, il faut qu'on règle ce problème-là. Et là encore, hein, c'est des choses qui ont été faites avant, mais dans toutes les communes. Hein, parce qu'il fallait bien traiter à la manière ancienne les déchets. Heureusement que l'arrêté de traiter comme ça, parce que sinon, je ne sais pas comment on s'en serait sorti. Bien, mis aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Affaire 12. Merci Valérie. C'est Joël Waro qui va nous présenter affaire qui porte sur la conférence des financeurs de la perte d'autonomie des personnes âgées. Il faut désigner des représentants. Joël Waro. Merci. Donc, la conférence des financeurs et de la perte d'autonomie des personnes âgées a été instaurée dans chaque département par la loi du 28 décembre 2015 qui est relative à l'adaptation de la société au vieillissement. L'objectif de cette instance est de réunir l'ensemble des partenaires intervenant dans cette politique publique et de coordonner les financements dédiés autour d'une stratégie. La commune de Saint-Joseph, au travers du CCAS, intervenant au financement de ce type de dispositif, donc qui rentre dans le champ de la conférence. Donc, il convient qu'on désigne des représentants pour y siéger. Donc, il est demandé au conseil municipal de désigner un titulaire et un suppléant pour siéger et représenter la ville au sein de la conférence des financeurs et d'autoriser monsieur le député maire à signer tout document ou pièce se rapportant à cette affaire. Si vous avez des questions. Qui est contre?
Qui s'abstient? Merci. Bon, et on va proposer donc les noms pour la désignation des candidats. Des candidats, je ne sais pas si c'est des candidats, mais... Titulaire, Rose André. Comme ça, hein. Et suppléante, Corinne. C'est bon? C'est bon, ça t'y accepte? Corinne a demandé combien de séances par an, mais bon. On vous soutiendra. Hein, on peut faire. Il n'y a pas d'opposition pour qu'on le fasse à main levée. On ne va pas dresser un isoloir. Et... Bon. On aura l'occasion de le refaire le 11 et le 18. Donc, allez, on met aux voix. Qui est contre? Oui, tout à fait. Merci de préciser, monsieur. Mais là, c'était justement si vous alliez me demander de faire un scrutin, un scrutin secret. Pas d'opposition, pas d'abstention, merci. Donc, les deux derniers dossiers vont nous amener à demander à M. René-Claude Chevalier, notre DRH, de nous rejoindre. C'est l'affaire numéro 13, modification du tableau des emplois permanents de la commune. Et l'affaire numéro 14, où il faut modifier l'annexe 2 de la délibération du 27 décembre 2016, instituant le RIFSEP. Bonsoir à tous. Oui, vous l'avez compris, ce sont deux affaires qui sont liées, puisque désormais, à partir du moment où on bouge le tableau des emplois, il faut bouger immédiatement le régime indemnitaire qui sont liés aux emplois créés. Donc sur l'affaire numéro 13, ce qui vous est proposé ce soir, c'est d'acter la création d'un certain nombre de postes au tableau des emplois permanents. Alors cette répartition, donc, on a 2 postes en catégorie A. Alors je vous rassure tout de suite, il y a un poste qui existait déjà, du directeur des services techniques, mais dans la délibération précédente, on avait créé 2 postes au lieu d'un seul poste. Donc on revient donc à la situation qui doit être, c'est-à-dire on a un DST et pas 2. Donc à partir de ce moment-là, donc c'est une rectification d'une erreur matérielle. Donc il y a uniquement un emploi de catégorie A qui est créé, chargé des relations intercollectivités auprès de l'autorité territoriale. En catégorie B, 5 emplois qui sont proposés, donc responsable administratif, gestionnaire ressources humaines, assistant administratif et éducateur sportif. Et enfin, sur la catégorie C, 7 emplois qui vont concerner donc au total 11 personnes, référent SAF, assistant RH, agent de propreté urbaine, agent polyvalent, chef d'équipe et ouvrier d'exécution. Pour compléter un peu mes propos, ces emplois qui sont créés ne se transforment pas donc en recrutement systématique, puisque un certain nombre de personnes qui ont vocation à occuper ces emplois sont déjà dans nos effectifs en CDD ou en contrat aidé. Et donc, il faut qu'on prépare donc leur arrivée à court ou moyen terme sur ces différents emplois. Donc, ce qui vous est demandé ce soir, c'est d'approuver ces créations, donc ces compléments donc, au tableau des emplois permanents de la collectivité et d'autoriser le député-maire à signer tout document ou pièce se rapportant à cette affaire. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Mettons aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Affaire numéro 14, RIFSEP. Tout à fait. Donc sur l'affaire numéro 14, il s'agit de compléter le tableau de délibération du RIFSEP sur les emplois qui n'étaient pas encore donc cités au mois de décembre dernier. Donc c'est pour ça qu'on va retrouver que 5 emplois dans cette liste. Évidemment, on ne touche pas donc au seuil de répartition des groupes de fonctions qui avaient été définis au mois de décembre. Et on ne touche pas non plus au montant qui avait été délibéré. C'est tout simplement donc positionner ces emplois créés sur les différents groupes existants. Et c'est à ce titre que dans le groupe A2, donc on aura l'emploi de chargé des relations intercollectivités. Dans le groupe B1, on aura donc les 3 emplois de responsable administratif, gestionnaire RH chargé du recrutement et éducateur sportif. Et enfin, dans le groupe C1, les 2 emplois de chef d'équipe pépinière et de référent SAF.
Il vous est demandé donc ce soir d'adopter le complément qui vient d'être cité et d'autoriser le député maire à signer tout document ou pièce se rapportant à cette affaire. Alors, le RIFSEP, c'est le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel. C'est pas un député, trop ça, non? Ça sent la technocratie. Un haut fonctionnaire. Bon, je ne dirai pas plus. Parce que c'est une affaire compliquée, ce RIFSEP. Hein. Bien. Des questions? Très bien. On ne compliquera pas notre tâche. Bien. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Bien, mes chers collègues, je voulais signaler simplement que ce soir, je ne sais pas si cette personne est encore dans la salle, nous avons la présence de M. Huette de la Jeune Chambre économique qui venait donc assister à notre conseil. Donc nous lui souhaitons la bienvenue et lui remercions de sa présence à cette occasion, puisque c'est bien que la citoyenneté s'éveille véritablement à la prise de connaissance des dossiers qui passent dans les collectivités, ce qu'on appelle les donneurs d'ordre public. Et en la circonstance, ce soir, il se trouve que nous avions notamment l'important dossier de l'approbation du compte administratif et du compte de gestion, mais également donc de l'amener HTA, donc de l'électricité, l'électrification sur la zone d'activité commerciale et de production des grègues, ZAC, les terrasses. Merci de votre présence et de votre participation. Bon mois de juin à vous. Bonne fête des mères, mesdames. Bonne fête des pères, à vous aussi dans le public. Et bonne campagne pour ceux qui ont songé à le faire. Et puis bonne fête de l'Ascension. Merci Harry de me rappeler, chrétien que je suis, ce jeudi.